raison de faire ce parallèle avec la phénoménologie. Néanmoins, il me semble que, par exemple, dans les versions husserliennes ou chez Schütz, par exemple, ce rapport de confiance était en quelque sorte happé, si vous voulez, par un rapport cognitif ou cognitiviste au monde, c'est-à-dire un rapport de connaissance. Avant tout, moi, je voulais en faire un rapport pratique. C'est-à-dire que vous avez raison de dire la confiance est avant toute chose, un rapport au monde, il est un rapport pratique au monde. Et pour moi, le cœur de cette relation, c'est ce que j'appelle les attentes de comportement que nous relions tant à l'environnement physique, aux objets matériels, techniques, artefacts, qu'aux personnes ou aux institutions. Parce qu'à chaque fois que nous sommes dans le monde, donc à chaque fois que nous faisons quelque chose dans le monde, être dans le monde, c'est faire quelque chose dans le monde, eh bien, nous nous attendons à ce que les choses se comportent d'une certaine manière. Et donc, ce que je voulais principalement mettre en évidence, et c'est peut-être ça qui me distingue de cette tradition phénoménologique, c'est non pas tant le rapport de connaissance, non pas tant, par exemple, comme chez Habermas aussi, le contexte comme ressource de sens ou de certitude, mais vraiment ce rapport pratique au monde. C'est vraiment la différence essentielle. Effectivement, dans ma perspective, et vous avez bien raison de faire le parallèle avec l'école de Francfort qui m'a beaucoup marqué, j'ai moi-même travaillé avec Habermas, je l'ai connu, je l'ai traduit, j'ai fait ma thèse dessus, etc. L'idée, c'est de faire de la confiance, du concept de confiance, un levier critique, et notamment un levier critique pour une théorie critique de la société. C'est toute la deuxième partie de mon ouvrage. La première partie traite, je dirais plus théoriquement, d'une définition de la confiance, qui est une tâche importante et qui n'a pas vraiment été faite. On n'a pas accordé au concept de confiance toute l'attention qu'il mérite. Partie qui est une critique, notamment, par exemple, une critique de l'emprise du numérique sur nos sociétés. Alors, comment est-ce que le concept de confiance peut devenir un levier critique? Eh bien, c'est parce que la confiance étant relation au monde, étant conçue comme relation au monde, eh bien, il se trouve que le numérique devient de plus en plus la médiation obligée de notre rapport au monde, que ce soit avec les objets, avec les personnes ou avec les institutions. Par conséquent, le numérique s'interpose entre nous et le monde. Avant d'avoir accès au monde, nous devons avoir accès à la technique du numérique. Et par conséquent, puisque la confiance est relation au monde, eh bien, le numérique ne peut pas ne pas avoir un impact sur la relation au monde et donc sur la relation de confiance. Et il me semble que justement une analyse du numérique montre que le numérique est obsédé par la question de la sécurité à divers égards et à divers niveaux. Le numérique veut sécuriser, par exemple, notre relation aux objets, mais surtout veut sécuriser la relation à notre volonté et à notre désir, c'est-à-dire à l'exécution de notre volonté et notre désir. Ce que nous voulons, c'est qu'on soit sûr, on soit assuré de pouvoir atteindre le but que notre désir ou notre volonté se fixe. D'une manière générale, le monde numérique est obsédé par la question de la sécurité, de la cybersécurité, etc. Or, et voilà comment le concept de confiance devient un concept critique, il me semble qu'un monde entièrement sécurisé, c'est-à-dire un monde où notre relation au monde serait entièrement sécurisée par le numérique, est un monde qui n'a plus besoin de confiance, qui évite en quelque sorte la confiance, qui évite toutes les relations naturelles de confiance que nous avons avec le monde qui nous environne. Par conséquent, nous assistons aujourd'hui tendanciellement à une substitution massive de la technique aux relations spontanées avec le monde, aux relations naturelles avec le monde, dont j'essaye de montrer qu'elles sont justement des relations fiduciaires, des relations de confiance. Autrement dit, le numérique instaure un type de relation artificielle, technique, hein, qui n'est plus orienté par cette confiance fondamentale
qui nous relie au monde. Par conséquent, on peut considérer effectivement que la confiance, si vous voulez, le degré de confiance impliqué dans notre relation au monde, que ce soit aux objets, aux êtres humains ou aux institutions, bien, ce degré devient, si vous voulez, un étalon critique, hein, je dirais, de la qualité de notre relation au monde. Il se trouve que si nous avions effectivement une relation entièrement numérisée, automatisée, technicisée au monde, nous n'aurions plus une relation donc naturelle, spontanément fiduciaire au monde, et donc nous serions dans un monde lui-même automatique, avec un esprit lui aussi automatisé d'une certaine manière. C'est ça l'horizon, c'est ça l'horizon, me semble-t-il, du numérique. Ce serait donc un monde robot, ce ne serait donc plus un monde humain, et ce qui me permet d'établir au fond, de mettre le curseur, si vous voulez, entre un monde qui est authentiquement humain et un monde qui n'est plus humain, eh bien, c'est justement la quantité de confiance, hein, qui intervient dans notre relation au monde. C'est comme ça que le concept de confiance devient un concept critique. La chose la plus importante à voir, c'est il doit y avoir une négociation possible. Autrement dit, c'est une question fondamentalement politique. Et effectivement, la question n'est pas la technique elle-même. Hein. Il est très très loin de moi d'être technophobe ou quoi que ce soit. Je pense bien que l'homme est un animal technique. Il a toujours été. C'est même le signe même de son hominisation, si vous voulez. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on arrive à un seuil, c'est-à-dire on est à un seuil où effectivement, et ça c'est la première fois au fond dans l'histoire humaine, donc dans l'histoire des techniques, que la technique se substitue entièrement. Enfin, si vous voulez, c'est la première fois que la technique devient cette médiation obligée au monde en tant que telle, c'est-à-dire que vous voyez, par exemple, Marx et Arendt avaient une conception encore très traditionnelle, au fond, de la technique, bien que Marx ait une certaine fulgurance en ce qui concerne l'automatisation intégrale du travail, etc. Mais quand même, il considérait que l'outil était une médiation entre moi et le monde. Bon. Le roi Gourand, puis Ellul, ont montré que la technique était beaucoup plus un milieu. Bon, mais maintenant, c'est encore autre chose. On a dépassé ce stade. La technique n'est plus un simple milieu. Elle est vraiment médiation avec le monde. Par conséquent, la question de l'utilisation de la technique, et notamment de l'utilisation du numérique en tant que tel, devient une question anthropologique et politique hautement sérieuse. Donc, il doit y avoir une négociation. Et moi, ce qui retient beaucoup mon attention, si vous voulez, plutôt dans le versant politique de ma pensée, qui n'est pas exactement développé dans le livre sur la confiance, mais c'est la manière dont la technique se reproduit et la manière dont la technique s'impose à nous. Il se trouve que dans notre société, la technique s'impose à nous sur le mode du fait accompli, pour des tas de raisons. Dont participe d'ailleurs éminemment la politique et l'éthique libérale des droits individuels. Je pense que les droits individuels, hein, le fait simplement de se concentrer, d'avoir comme horizon normatif les droits et libertés individuelles est le facteur immatériel le plus important de la reproduction matérielle de notre société. C'est-à-dire que ce sont les droits individuels qui permettent, au fond, l'extension infinie de ce système technique. Et c'est un problème. C'est un problème politique. Donc, la chose urgente à faire, la tâche politique urgente, c'est déjà d'imaginer une instance, en fait, qui permette de réflexiviser ce rapport à la technique et non plus de subir sur le mode du fait accompli aux mains, d'ailleurs, de géants privés, hein, d'entreprises privées. Donc, ça veut dire globalement que l'avenir de l'humanité est aux mains des géants numériques qui sont des entreprises privées. Donc, c'est un véritable problème. C'est tout à fait inédit dans notre histoire et je pense qu'il faut prendre ce problème à bras le corps. Donc, ma réponse est déjà, imaginons, pour ma part, j'imaginerais une institution qui permettrait, qui serait à la hauteur des GAFA
et qui permettrait, au fond, de se réapproprier cette question de la reproduction technique dans notre monde. Donc, je n'ai pas à dire, au fond, dans quel sens doit aller l'évolution de la technique, mais ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut absolument que nous, en tant que citoyens, en tant qu'habitants de ce monde, eh bien, nous puissions nous réapproprier cette question technique. Or, nous ne sommes pas actuellement équipés pour cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instance, qui nous permettent de nous réapproprier l'extension et l'expansion de la technique telle qu'elle se déroule aujourd'hui. C'est ça la question. À mon avis, c'est vraiment la question politique urgente qui se pose au XXIe siècle.